Il s'agit des caporaux Fani Amidou, Konaté Yanoua et Traoré Abdoulaye. Dans la nuit de vendredi à samedi, des soldats ont cru devoir exprimer des récriminations en se servant de leurs armes dans la commune d'Abobo et dans la ville de Korogo, avait annoncé le général Touré dans un communiqué samedi. Les forces de défense et de sécurité sont immédiatement intervenues pour mettre fin à ces agissements, poursuivait le test, précisant qu'il y a eu 3 morts, 3 blessés et 3 interpellés à Korogo, ainsi que 3 personnes interpellées à Abobo. Les auteurs de tels agissements seront purement et simplement radiés des effectifs et mis à la disposition de la justice, avait déclaré le général Touré. Selon une source proche de l'armée ivoirienne, les tirs de la nuit auraient été le fait de militaires mécontents. En janvier puis en mai, la Côte d'Ivoire a connu des mutineries d'anciens rebelles intégrés dans l'armée et réclamant le paiement de primes promises. Environ 6 000 anciens rebelles démobilisés qui n'ont pas été intégrés à l'armée ont eux aussi réclamé des primes sans succès. 4 d'entre eux avaient été tués en mai lors de l'intervention des forces de l'ordre pour disperser leurs mouvements. Contrôlée ce week-end par les Maïmaï Mazembe, une milice locale, la localité de Kipese a été reprise par les forces armées de la République démocratique du Congo. Selon l'un des porte-parole de l'armée congolaise dans le Nord Kivu, les miliciens ont été délogés et depuis, l'armée procède au nettoyage. Le bilan des affrontements pour la reprise de la localité est de 2 militaires décédés des suites de leurs blessures et 5 Maïmaï tués. Pour la petite histoire, les Maïmaï sont des groupes d'autodéfense constitués sur une base essentiellement ethnique. Et pendant la Deuxième Guerre du Congo, nombre de ces groupes ont été armés par le pouvoir pour combattre les envahisseurs ougandais ou rwandais. Mais certains n'ont jamais été désarmés. Depuis mi-juin, plusieurs groupes Maïmaï tentent de contrôler des localités stratégiques de l'Est de la République démocratique du Congo, affrontant l'armée régulière avec des armes lourdes et légères, selon les autorités locales et l'armée. Au Conseil des Nigériens du Togo, HCNT, c'est la structure officielle qui s'occupe désormais des questions liées à la diaspora du Niger dans ce pays. Ils sont plus de 5000 Nigériens à assister le 16 juillet dernier à Lomé à l'investiture du président de HCNT. El Hadji Yacouba Malan Ali, vous êtes maintenant solennellement investi président du Haut Conseil des Nigériens au Togo, dont le nombre d'adhérents est estimé à environ 40 000 membres officiellement répertoriés. La tâche qui vous incombe, je vous demanderai d'être à l'écoute de vos concitoyens avec beaucoup de patience, de courage et que prévalent la justice et l'équité dans vos différentes prestations. Je souhaite aussi qu'ils sont venus en bonne santé, ils n'ont qu'à retourner en bonne santé dans leur foyer. Élu en mars dernier pour un mandat de 4 ans renouvelable, le nouveau bureau du Haut Conseil des Nigériens résidant au Togo, composé de 3 membres, un président, un secrétaire général et un trésorier, ne manque pas d'ambition. Nous allons tout faire pour contribuer au développement du Togo et de notre pays, le Niger. Notre ambition première, c'est de faire tout pour unir les Nigériens vivant au Togo. Cette association devient ainsi l'unique porte-parole de la diaspora du Niger au Togo envers les autorités de ces 2 pays. Ils sont plus de 40 000 ressortissants du Niger vivant au Togo, répartis dans le commerce, le transport, l'agriculture et l'élevage. En Guinée équatoriale, une commission électorale comprenant des représentants du gouvernement et des partis politiques en lice pour les prochaines élections sénatoriales, législatives et municipales prévues pour fin 2017 doit sillonner le pays pour sensibiliser la population à ce processus. Personne ne nous a communiqué quoi que ce soit sur la tournée de la commission. Le gouvernement veut en finir coûte que coûte avec le Parti citoyen pour l'innovation, a réagi Gabriel Nse Obiang, président du parti. Il a appelé le parti présidentiel, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDG, à ne pas avoir peur de la CI. Le parti d'opposition, autorisé en novembre 2015, n'a pour l'heure jamais participé à une élection dans le pays, mais rassemble de nombreux militants lors de ses meetings.
Rentré en Guinée équatoriale en 2014 après 13 années d'exil en Espagne, Gabriel Nse-Obiang avait été interdit de se présenter à l'élection présidentielle de 2016 car il n'avait pas vécu dans le pays les 5 années précédant le vote. En avril, il a été jugé et condamné à 6 mois de prison pour injures graves envers le PDG. Interdit de quitter le territoire national, il a en outre été condamné à verser 50 millions de francs CFA, soit 76 000 euros au PDG, et 200 000 francs CFA, soit 300 euros, à l'État et à ne plus exercer une activité politique pour une durée indéterminée. L'opposant a fait appel à la Cour suprême équato-guinéenne et reste libre jusqu'à jugement de la plus haute juridiction du pays. En l'absence du Parti citoyen pour l'innovation, la commission de sensibilisation regroupe 17 des 18 partis politiques de Guinée équatoriale. Le recensement électoral débutera le 1er août et doit durer jusqu'au 13. La campagne pour les élections générales kenyanes du 8 août ont débuté depuis le 28 mai dernier. Les Kenyans sont appelés aux urnes pour la présidentielle, les législatives et aussi pour le renouvellement des assemblées locales. Le duel s'annonce indécis entre le président sortant Uhuru Kenyatta et son rival historique Raila Odinga. Mombasa a accueilli le président venu avec plein de promesses pour des Kenyans réceptifs à son message. Je vous invite à venir avec moi en août prochain. Faisons ce voyage ensemble parce que nous avons une raison de le faire. Nous savons qu'au cours des 4 dernières années, nous avons enregistré d'énormes succès pour les Kenyans. Je veux voir comment nous pouvons améliorer la vie des Kenyans et améliorer l'économie. Nous ne discriminons personne. Nous n'avons aucun problème avec quiconque. Tout ce que nous voulons, c'est que les Kenyans restent unis. La commission électorale a promis des sanctions contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à la violence au cours de cette campagne afin que le Kenya organise des élections libres, crédibles et transparentes en août prochain. Des violences ont en effet déjà été signalées dans les comtés de Kisumu, Baringo et Kiambu la semaine écoulée. Pour ce scrutin, la commission électorale a enregistré 8 candidats à la présidence et reçu environ 10 000 candidatures au poste de parlementaire, gouverneur et membre des assemblées locales. Les deux principales formations, le Jubilee de l'actuel président, qui briguera donc un nouveau mandat, et la National Super Alliance NASA, menée par Raila Odinga, ont tous deux promis gagner la présidentielle dès le premier tour. Lors d'une conférence de presse à Mogadiscio en Somalie, le ministre des Télécommunications a déclaré que le problème technique qui a interrompu la connexion Internet est résolu et que le service a maintenant repris. Dans la capitale Mogadiscio, la nouvelle du retour d'Internet a été accueillie avec enthousiasme par la population. Nous étions dans l'obscurité pendant environ 22 jours de panne d'Internet dans toute la ville. Cela a eu un grand impact sur les médias parce que les gens ne pouvaient pas envoyer de sujets vidéo. Ils ont également eu un impact sur les télécommunications. Nous avons été gravement touchés par la panne d'Internet. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous célébrons parce que l'Internet est de retour. Alors je dis aux gens de se joindre à moi lors de cette célébration. Cette interruption qui a duré 3 semaines s'était traduite par des pertes économiques estimées par le gouvernement à 10 millions de dollars par jour, soit 9 millions d'euros. Pendant cette période d'environ 3 semaines, le pays a subi des pertes économiques qui ont touché toutes les différentes parties du peuple, comme le commerce, l'éducation, la santé et les services gouvernementaux. La plupart des 6,5 millions d'habitants du sud et du centre de la Somalie avaient vu leur accès à Internet coupé quand un porte-conteneur dont l'encre avait rompu le principal câble optique reliant la Somalie au reste du monde. L'église en cristal de Dieu à Owode Onire, à quelques kilomètres de Lagos, où des vêtements ensanglantés, des tambours, des bibles et des livres de prière gisent encore sur le sol. Ici, 3 jours plus tôt, 4 fidèles ont été sauvagement assassinés alors qu'ils priaient.
les derniers d'une longue série de meurtres attribués à un gang baptisé Bado qui aurait tué 30 personnes depuis juin dans les faubourgs de l'Est de la capitale économique du Nigeria. Ils ont attaqué les 2 femmes et 2 enfants, 2 garçons et 2 femmes, frappés à la tête. Les Bado en particulier font la une des journaux en raison de la fréquence de leurs attaques et de la violence avec laquelle les victimes sont exécutées. Après avoir attaqué quelqu'un avec leurs pierres, ils utilisent un mouchoir blanc pour absorber le sang et s'en vont. C'est ce que nous savons, c'est le symbole que les gens ont toujours connu. C'est ce qu'ils font. La peur et l'absence de confiance dans la police ont poussé les habitants à s'organiser pour surveiller eux-mêmes leur quartier. Chaque nuit, des feux sont allumés dans les rues entre 22h et 6h. Chaque fois que nous arrêtons des membres soupçonnés de Bado, nous les transférons à la police. La police ensuite les relâche et ils reviennent et provoquent davantage d'attaques. Les gens font maintenant la loi par eux-mêmes, la justice de la jungle. Si les gens les attrapent, ils les brûleront immédiatement. Selon la police, les vigiles improvisés ont tué au moins 10 suspects au cours du mois de juin, dont des innocents. Malgré la prévalence de l'islam et du christianisme au Nigeria, l'animisme, appelé Juju, reste répandu, surtout hors des grandes villes. Le rassemblement principal coalition de l'opposition préconise une transition sans Joseph Kabila. Lorsque nous constaterons au 31 décembre 2017 qu'il n'y a pas eu de présidentielle, nous organiserons une courte transition de 6 mois maximum sans Joseph Kabila, a déclaré Félix Tshisekedi, le président de cette coalition créée par son père, l'opposant historique défunt Étienne Tshisekedi. Nous désignerons par consensus une personnalité comme président de la transition, mais qui ne peut être candidat à la présidentielle pour conduire le pays aux élections crédibles, a ajouté Félix Tshisekedi. Il a par ailleurs accusé le chef de l'État d'être l'instigateur de l'insécurité dans le centre et l'est du pays, en proie aux violences meurtrières, en vue de ne pas organiser les élections et de prendre ces événements malheureux comme prétexte pour être sollicité de jouer aux sapeurs-pompiers. Vendredi à Paris, le président de la commission chargée d'organiser ces scrutins a annoncé le report sine-die de ces élections. Ce jour-là, dans un tweet, Tshisekedi avait estimé que Corneille Nangaa a déclaré la guerre au peuple congolais par sa déclaration prouvant son appartenance à la Kabylie, la mouvance présidentielle. Le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a pour sa part déploré la mise en œuvre largement insuffisante de l'accord politique du 31 décembre 2016. C'était à l'occasion de l'examen mardi par le Conseil de sécurité de la situation dans ce pays. Américains, Français et Britanniques ont exigé la mise en œuvre intégrale de l'accord de paix. Rebondissement dans le procès de l'ex-chef d'État ivoirien aux mains de la CPI. Laurent Gbagbo avait fait appel en mars de la décision de la Cour de le maintenir en détention à La Haye pendant toute la durée de son procès. Mais heureuse nouvelle, la Chambre d'appel décide d'annuler la décision remise en question. Elle ordonne à la Chambre de première instance de mener un nouvel examen pour savoir si l'ancien président devrait continuer à être détenu ou devrait être libéré avec ou sans condition. Cette nouvelle donne une lueur d'espoir à la branche des frondeurs du FPI fondée par Gbagbo. Ils nourrissent le rêve d'un prochain retour du président Laurent Gbagbo parmi eux. L'ancien président, âgé aujourd'hui de 72 ans, et Charles Blé Goudé, ancien chef du mouvement des jeunes patriotes fidèles à Laurent Gbagbo, sont accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, à savoir meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Les 2 hommes ont plaidé non coupables. Le procès, qui devrait durer 3 à 4 ans, s'est ouvert le 28 janvier 2016 à La Haye. L'ancien président ivoirien restera en détention jusqu'à ce que la question soit réexaminée. Son avocat Emmanuel Altitz assure que toutes les options, y compris un retour en Côte d'Ivoire, restaient sur la table.